Salut à tous, le chaos et la violence se sont une nouvelle fois emparés de l'Alliance Riviera. Des hooligans allemands et parisiens ont provoqué de graves incidents ce jeudi soir du côté de l'Alliance Riviera. Avant le match entre Nice et Cologne, nous consacrerons donc la première partie de ce gym tonic à ces événements en compagnie de Vincent Menichini, tout frais rentré de vacances. Ouais, tout frais. T'as bien fait. Bah voilà, je suis rentré au bon moment, comme on dit, c'est du flair, comme on dit. Ouais, salut Vincent. Antoine Delgoulet est également avec nous. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronche est avec nous sur le plateau. Salut C'est un peu le rôle du chef aujourd'hui. Il y a deux chefs en face. Il y a deux chefs face à face. Notre invité cette semaine, c'est un expert de l'OGC Nice et en particulier de la sécurité, puisqu'il a dirigé la sécurité de l'OGC Nice pendant combien d'années, André Bloch ? Je suis resté 19 saisons. 19 saisons. André Bloch est notre invité, l'ancien directeur de la sécurité de l'OGC Nice. Vous allez nous éclairer sur ces phénomènes de violence entre supporters, mais aussi sur la difficulté de sécuriser ce stade de l'Alliance Riviera. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons René Bocky, ancien joueur du gym et figure du quartier de la Libération, bien sûr, tout le monde le connaît. Nous reviendrons bien sûr avec lui sur le terrain pour évoquer ce match nul contre Cologne et la préparation du match face à Ajaccio dimanche. Mais avant cela, donc, Vincent, tu étais hier soir au stade, tu as assisté à ce déchaînement de violence de la part de ces pseudo-supporters allemands. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit peu le déroulé des faits de cette triste soirée ? Oui, j'arrive au stade aux alentours de 18h et j'arrive en tribune de presse, il est 18h05 et là, je vois un rassemblement de journalistes qui filment non pas une rencontre entre supporters, mais une véritable attaque des hooligans allemands accompagnés de supporters, non, même pas des supporters, de décérébrés, de Parisiens, des membres de l'ancienne tribune des Supra d'Auteuil. Et là, clairement, on assiste à des scènes surréalistes. On les voit passer devant la tribune présidentielle, devant les loges. On les voit piller tout ce qui est possible de piller, notamment des bouteilles en verre. Et voilà, on voit des individus cagoulés, certains avec des cagoules bleu, blanc, rouge, celle du Paris Saint-Germain. Et voilà, pour avoir pu échanger en off avec certains membres de la sécurité, heureusement que les stadiers niçois, franchement, ont eu le courage de faire front, parce qu'on aurait pu assister à des scènes encore plus graves et certainement des morts. Mais en première ligne, c'était énormément de Parisiens qui disaient on va se faire du niçois, on veut du sang. Donc voilà, clairement des scènes catastrophiques. André, vous avez connu ça, mais pas à ce degré-là peut-être. Les images que l'on vient de voir là, pendant que Vincent parlait, elles sont d'une extrême violence. Non, on n'avait jamais connu 10 ou 12 000 supporters adverses dans le stade de Nice. Je crois que c'est là le premier problème et le problème essentiel de ce qui est né par la suite. On ne peut pas, dans un stade tel que nous l'avons, et dans tous les stades de France, on a un secteur visiteur qui est sécurisé. Ce secteur visiteur pour Nice comprend de mémoire 1760 places, je crois. À partir du moment où on en vend 10 ou 12 000, ça devient ingérable. On ne peut pas... J'ai connu, c'est une anecdote, mais ce problème lors d'une demi-finale à Marseille où on avait 4 ou 5 000 Niçois qui étaient venus. Et en réunion en préfecture de police, j'apprends qu'on va mettre nos supporters en tribune gagnée et qu'on va mettre juste une séparation assurée par des stadiers. Je me suis levé, j'ai dit je refuse. Je refuse que mes stadiers se mettent en danger dans une tribune marseillaise. Le préfet de police a réfléchi pendant quelques instants et il a dit « Monsieur Bloch a raison, on va sectoriser le secteur. » Ils ont eu 2 jours pour sectoriser le secteur. Nos supporters sont allés dans la tribune gagnée, mais fermés et séparés. C'est ingérable par des stadiers d'assurer la sécurité entre plusieurs groupes.
On va revenir bien évidemment sur les failles, parce qu'il y en a eu dans la sécurisation de cet événement du côté de l'Alliance Riviera. Mais avant cela, Romain, un petit point sur l'enquête, sur les faits, sur les divers communiqués établis depuis quelques heures maintenant, que ce soit par la préfecture des Alpes-Maritimes ou le parquet de Nice. Oui, tout le monde y va de son petit communiqué. Donc on en sait un peu plus sur l'organisation de la soirée. La préfecture, dans son communiqué qui avait classé le match à risque, avait dans un premier temps alloué 450 policiers et gendarmes, plus de 100 forces de l'ordre en plus qui ont été rajoutées dans la journée. Alors on a eu un détail, c'est Christian Estrosi qui aurait demandé à Gérald Darmanin d'avoir 3 compagnies de CRS supplémentaires. Le ministre de l'Intérieur qui étaient stationnées à frontière italienne, en voyant le nombre d'Allemands présents dans la ville. Donc en tout, il y a eu 650 policiers et gendarmes et 600 stadiers qui ont été mobilisés pour l'événement. Donc ça représente quand même, peut-être M. Bloch est mieux amené à en parler, un nombre considérable de personnes qui étaient là pour assurer la sécurité. Donc ça c'est la première chose sur le communiqué de la préfecture. Ensuite, il y a la procureure de la République qui a détaillé les 3 enquêtes qui ont été ouvertes. Donc la première c'est pour dégradation en réunion sur la boutique officielle du club. On a vu les images circuler des tags sur la vitrine, des détritus partout. La deuxième, c'est pour violence en réunion aux abords du stade de l'Alliance Riviera. Et la troisième, pour violence en réunion au sein de l'enceinte sportive, introduction et jet de fumigène et dégradation en réunion commises à l'intérieur du stade. Voilà, donc pour ce que l'on pouvait dire, il faut ajouter à cela, selon le bilan officiel de la préfecture des Alpes-Maritimes, il parle de 32 blessés, c'est bien ça, Romain, dont un grave, c'est le supporter qui est tombé de la tribune. Son pronostic vital n'est plus engagé. Antoine, tu es père de famille, comme moi, comme beaucoup ici. Quand on voit cela, on n'a plus envie d'emmener ses enfants au stade. Et pour tout te dire, j'avais pensé à amener le petit au stade, il est déjà allé une fois. Et en fait, je me suis dit, j'ai très bien fait de ne pas y aller, quoi. Et parce que lui, le foot, c'est sûr, il adore ça. Et quand il a vu, quand j'ai vu ça, je me dis, mais il peut pas avoir cette image-là du football. Et moi, ça m'inquiète pour toutes les familles, pour tous les enfants. Quand il y a des gaz lacrymogènes qui sont là et qui vont étouffer les gamins ont eu peur. Même le président River, tout à l'heure, quand il a parlé en conférence de presse, il a dit que son gamin de 10 ans, il était paniqué. Donc voilà, et c'est des familles qui vont au stade. On peut pas cautionner ça et les gens ne vont plus aller au stade. C'est quand on voit ce genre de choses. Mais les stadiers qu'on a eu un peu en off, ils nous disent, nous, notre premier réflexe, c'était surtout de protéger les femmes et les enfants. Parce que ces malades mentaux, ils sont passés devant une tribune où il y a des familles. On en a parlé avec le président River. Il y avait son fils de 10 ans qui a vu arriver ces 200 fous furieux face à lui. C'est les hôtesses en panique qui pleuraient, qui se demandaient où elles étaient tombées. Il faut vraiment rendre, pas hommage, mais dire saluer le courage de ces stadiers qui, la plupart, c'est 50 € la soirée. Donc ils ne sont pas là pour prendre des coups. Non, et puis est-ce qu'ils sont tous rompus à gérer des malades mentaux? Ça, André, il va nous en parler dans un instant. J'aimerais, puisque vous en avez parlé, qu'on écoute justement le président Jean-Pierre River. C'est un petit peu long, mais ça vaut le coup d'entendre ce que le président de l'OGC Nice a à dire sur cette triste soirée. Je crois que notre ministre des Sports a tout résumé, quoi. Il y en a marre. Franchement, quand vous vivez ça en direct, c'est terrible. Quand le lendemain matin, vous le revivez une deuxième fois, avec le recul, c'est encore pire, parce qu'on a des images qui sont terribles. Et franchement, on va en parler, on va rentrer dans le détail, mais c'est plus possible, quoi. C'est pas possible de... Le football, c'est un sport, c'est un jeu, on accueille des familles, des enfants. C'est plus supportable. On a un stade qui est magnifique, qui est un merveilleux outil, mais qui a une complexité de sécurisation très forte. On a eu des incidents, malheureusement l'année dernière avec Marseille, ça fait des années qu'on demandait les filets, maintenant on a les filets, on a rehaussé les tribunes, et ça fait des années que l'on dit ce stade ne peut pas être sectorisé. Ça veut dire que dans ce stade, à part le parquage visiteur qui est un petit peu hermétique, tout le reste, c'est open bar. Vous allez où vous voulez. Mais
crois que, moi, le constat que je fais, c'est que, en termes de sécurité, bien sûr, si ce stade est sectorisé, on sécurise un peu mieux les choses. Si on met 3 fois plus stadiers, on peut encore sécuriser un peu plus. Si on fait... Mais à un moment, il y a un constat. C'est qu'il y a des gens, il y a des ultras, puis il y a des hooligans. Ces gens-là, les hooligans, n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. D'autant plus que c'est des gens qui, je pense, ne sont pas leur première affaire. Et je parle notamment, malheureusement, de certains Parisiens. Il faut qu'on trouve des solutions pour que ces gens-là ne s'approchent plus d'un stade. Un stade, ce n'est pas un défouloir, ce n'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en est très, 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 très loin. Voilà donc le président Jean-Pierre River, le coup de gueule à froid du président River, plein d'émotions également pour lui, parce que comme vous le disiez messieurs tout à l'heure, il était là et il avait son fils en tribune présidentielle. André, avant d'écouter Jean-Pierre River, Vincent posait une question intéressante. Est-ce que les stadiers, tels qu'ils sont là dans le stade, sont tous formés à recevoir 50, 100 fous furieux face à eux? On ne demande pas à chaque stadier d'être ceinture noire de karaté. C'est pas vrai. On les forme et j'en suis à l'origine. On a formé nos stadiers à partir de 2005, mais on avait 200 ou 250 stadiers qui étaient formés par nous. À partir du moment où on est passé dans l'Alliance, on est passé à 500 ou 600 stadiers qui venaient d'autres sociétés de sécurité, avec des stadiers d'un certain âge qui sont là plus des contrôleurs, comme à l'accueil, ouais. Plutôt que pour venir se battre ou empêcher des hooligans de passer. C'est pas leur rôle. Parmi la litanie des réactions, bien sûr, il y a celle évidemment du maire de la ville, Christian Estrosi, qui a réagi dans les colonnes de Nice Matin. Évidemment, il déplore le comportement des supporters de Cologne et le non-respect de la ville, parce que c'est vrai qu'il y a eu des dégradations également en ville. Il veut faire payer la facture au club de Cologne. C'est ce qui est un peu normal, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'euros de dégâts aussi dans la ville et au stade. Parce que ça, on ne l'a pas encore trop dit non plus, Vincent, mais toi, tu es allé voir ce qui s'est passé dans le stade. C'est incroyable. Il y a une buvette qui a pris feu, il y a les tourniquets qui ont été détruits. J'étais un peu dans le jus parce qu'on devait boucler l'édition du lendemain, mais donc je suis allé, j'ai pu constater que tu as une buvette qui a été complètement vandalisée et un fumigène balancé, elle a pris feu à l'intervention des pompiers. Les portiques de sécurité complètement détruits. Ça a été vraiment, j'ai pu en parler avec certains pompiers, ils m'ont dit on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu un tel déferlement de violence et de devoir gérer de tels animaux, on ne peut pas les appeler autrement. Et après voilà, je vois la déclaration de Christian Estrosi, j'entends aussi Jean-Pierre River, on a eu droit au préfet. En fait, ce qui est insupportable au bout d'un moment, c'est qu'on a toujours affaire après à ces trois mêmes pôles et chacun se renvoie la balle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y en a un qui va prendre ses responsabilités en disant bah voilà, là-dessus, on est un poil fautif. Parce que quand on voit l'attaque à 18h08, c'est pas comme si elle n'est pas préméditée. On sait depuis la veille qu'il y a des Parisiens qui tournent dans le Vieux-Nice. On sait très bien que les groupes des ultras de Cologne sont amis avec les Supra-Auteuil. On se doute quand même bien qu'à un moment donné, ça part un petit peu sur le parvis d'Alliance Riviera. Si ces gens-là entrent dans le stade et qu'il n'y a pas un cordon supplémentaire, parce que j'ai vu aussi, il y avait des grilles. Mais s'il n'y a pas des CRS en plus derrière les grilles, on assiste à un carnage. Et pareil, on parlait de ces fameux filets de protection. À chaque fois, en fait, on réagit après. Sur la collaboration, si on peut appeler ça comme ça, André, entre supporters de clubs différents, voire de championnats, voire de pays différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça vient, ça? Et ça, c'est l'expérience qui nous permet de le savoir. On sait par exemple que les Niçois sont amis, entre guillemets, avec les Nancéens, les Lillois, que d'autres clubs... les Valence, voilà, c'est ça. Et c'est pareil avec les étrangers. Donc, mais c'est amical. Ils ne sont pas là pour taper. Là, ils étaient là pour taper. Non, mais ils se rassemblent pour aller contre l'ennemi, entre guillemets. Oui, mais c'est naïf, Mika. Tu sais très bien que... Évidemment, je fais exprès. Dans ce mouvement, voilà, il y a des fois de la confrontation. Pour revenir... bien sûr. Pour revenir sur ce que déclarait le président River, je l'ai dit souvent, lorsqu'on a construit ce stade, la sectorisation, je l'avais demandé, puisqu'on venait du stade du Ré et je savais très bien qu'on pouvait passer d'une tribune à l'autre
on s'était protégé au Stade du Ré, pas à l'Alliance Riviera. Et on va voir d'ailleurs les images du début, où les supporters ont commencé à franchir les secteurs justement des tribunes. Et quand j'avais demandé cette sectorisation, même à Movimble, parce qu'ils ont d'autres festivités dans le stade, les architectes m'avaient dit, on a un stade qui est beau, les supporters, qu'ils soient niçois ou du football, doivent s'adapter à notre stade et pas notre stade à vos supporters. Voilà. Donc quand on parle sur une théorie comme ça, c'est fini. Antoine, ce que dit André, on est en pleine naïveté, on hallucine. C'est-à-dire que on connaît la violence parfois qu'il peut y avoir chez certains supporters, chez certains hooligans. Croire qu'à un moment donné, dans une société qui devient en plus de plus en plus violente, ils vont s'adapter. C'est le monde des bisounours, ça. Non, c'est le monde des bisounours. Et puis surtout que le président Rivière, quand même, depuis comme l'a dit André, depuis le début de l'Alliance Riviera, depuis 2013, il a toujours dit que ce stade était un gruyère. Donc, parce que ce ne sont pas les premiers incidents, Antoine, dans ce stade. Tu vas nous les rappeler. Ouais, alors les incidents, déjà, il y a eu le premier, c'était Nice-Saint-Étienne. De 2013. Donc André s'en souvient bien, c'était son quasiment baptême du feu à l'Alliance. Voilà, 24 novembre 2013, alors qu'en plus, l'Alliance Riviera avait été inaugurée il n'y a pas si longtemps. Donc là, c'était les 250 supporters des Verts, des Green Angels, qui avaient d'ailleurs une association qui avait été dissoute, qui d'un seul coup, en fait, un coup de folie, ils prennent les sièges une heure avant le coup d'envoi et ils commencent à les jeter sur les supporters niçois. Sur les familles en plus, parce que c'est dans une tribune de famille. Donc, voyant ça, les supporters niçois, eux, sont venus facilement, comme dans du gruyère, pour en découdre aussi. Donc ça a fait évidemment un gros problème. Les supporters des Verts ont été mis dehors tout de suite. Du coup, ils n'ont pas vu le match. Et il y avait un supporter qui avait failli tomber aussi ce jour-là. Surtout, à ce moment-là, il y a des supporters qui sont passés devant le plexiglas qui n'était pas avancé, dont un est resté accroché par un bras, qui a failli tomber 5 mètres plus bas. Heureusement, il a été récupéré. Et il s'est vu mourir, il avait dit à l'époque, parce qu'il y a eu une interview. Et c'est à la suite de cet incident qu'on a fait avancer les plexiglas pour éviter ce passage. Oui, il y avait même le président qui a changé les sièges aussi, qui a fait changer les sièges à un moment donné, parce que les sièges c'était des armes à un moment donné aussi. Absolument, parce qu'ils se cassaient, il suffisait de monter dessus pour se casser, ça faisait des pointes, ça faisait des véritables dangers. On a construit un stade de foot, pas un musée, quoi. C'est un peu hallucinant. C'est ça. D'autres incidents rapidement. Alors rapidement, il y a eu le 18 octobre 2014, il y a eu Nice-Bastia quand Jean-Pierre Lec, le gardien. Jean-Louis Leca. Pardon, donc avec le drapeau corse à la tête de mort devant les supporters de la Populaire Sud. Donc, là, on voit les images de Nice-Marseille la saison dernière. Après, voilà Jean-Louis Leca. Là, on voit Jean-Louis Leca, évidemment. Ça a mis le feu au poudre, ça. Voilà, ça a mis le feu au poudre, sauf que Bastia avait gagné à 0. Alors, c'était aussi en réponse parce que les supporters Bastia avaient été interdits. Voilà, donc. Ça, c'est les images de Saint-Etienne. Voilà, voulait leur rendre honneur. Et donc, les supporters niçois, voyant ça, se sont provoqués, sont facilement entrés sur la pelouse. Voilà, et donc il y a eu les incidents qu'on connaît, les suites. Et puis il y a eu aussi le 4 avril 2015, c'était Nice contre Évian. Alors, c'est plus compliqué. Voilà, Évian-Tournon-Gaillard. Alors là, c'était à la mi-temps des supporters niçois qui, en fait, on voulait au président Rivère d'avoir porté plainte contre justement les supporters après les incidents de Bastia. Ouais. Qui voulaient venir discuter, on va dire, au contact de la présidentielle. Donc ils étaient rentrés également facilement jusqu'à la présidentielle. Et le président et le directeur général, Julien Fournier, avaient été exfiltrés ce jour-là. Mais ils étaient rentrés facilement aussi jusqu'à la tribune présidentielle. Ce problème de sectorisation, André, ce stade gruyère, on va dire ça comme ça, on vient d'entendre ce que dit Antoine. Depuis 2013 et Nice-Saint-Etienne, on sait que c'est comme ça. Comment ça se fait ? Et qui est fautif ? Là, la question, elle est simple. Qui est fautif ? Pourquoi n'a-t-on pas pu sectoriser ce stade ? C'est pas 2013. En 2002, je le disais déjà quand je suis arrivé. Dans sa conception. Je disais qu'il fallait des séparations pour empêcher qu'on aille d'une tribune à l'autre ou de pouvoir faire tout le tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne se fasse pas ? Pour que ça ne se fasse pas. Ben, c'est à la construction du stade, on nous a dit... L'architecte. Mais bien sûr, on nous a dit il faut qu'il soit beau. On a d'autres manifestations dans le stade. Alors, on a posé le problème. On a dit, mais une séparation... Oui, mais après, une fois qu'il est construit... C'est vrai qu'en plus, depuis 2013, on a vu plein de concerts à l'Alliance. C'est vraiment un stade on se régale à l'Alliance. Hein. Il y a eu Beyoncé et Céline Dion. Il y a eu 2 concerts.
Oui, mais En 9 ans. et puis une séparation, elle peut être amovible. Bah, et si elle est en plexiglas, elle ne gêne pas du tout pour la. Non, mais à chaque pour fois, on a la le vue. sentiment dans le stade, vas-y Romain. Est-ce qu'avec une séparation, on aurait pu éviter les Bah oui. incidents d'hier soir? Si on avait eu des supporters dans le secteur qui leur est réservé, absolument. Ok. On a un secteur qui est sectorisé, qui a des plexiglas. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais passer par-dessus un plexiglas qui fait 2,20 m, c'est beaucoup plus difficile. Mais hein. le problème, c'est que là, comme tu l'as dit en début d'émission, il y avait 8000 spectateurs dans la tribune rail, et cette tribune, elle n'est pas faite pour accueillir des spectateurs adverses. Bien sûr. Donc il n'y a pas de séparation entre la tribune rail et la tribune Oui, figurane. C'est pour ça qu'ils ont pu passer par-dessus un petit muret qui fait 80 cm de haut, passer devant toutes les présidentielles et aller... Mais Mais ils là, sont blancs. mais là, il ne peut pas y avoir un cordon de CRS, André, soyons Bah, clairs, ou un oui. double cordon de stadier, ou je sais à pas. partir du moment, Michael, où on sait qu'il y a 8 ou 10 000 supporters allemands dans cette tribune, il faut, n'ayant pas de sectorisation, il faut qu'on mette non seulement des stadiers, parce que les stadiers ne vont pas contenir 5 ou 6 000 personnes, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un cordon de stadiers pour être en première ligne, qui ne supporteront pas l'avenue, et derrière des policiers, c'est évident. Et c'est là, Mais- c'est ça le problème. Non, mais Vincent. d'ailleurs, sur le parvis, parce qu'en fait, les Allemands, l'attaque, ils veulent la faire côté, au niveau du parvis. Sauf qu'ils sont repoussés par d'héroïques stadiers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font marche arrière et ils arrivent à Par la passer de tribune. l'autre côté par le deuxième anneau. Parce qu'en fait, si ça marche pas au premier anneau, dans ce stade gruyère, comme on l'appelle, tu peux passer par le deuxième anneau. Et ensuite, bah, si ça marche pas par le deuxième, tu peux essayer par le troisième. Et là, on serait retrouvé face à eux. Oui, mais clairement, il y a eu un manque de CRS, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les 3 compagnies de CRS qui ont été appelées après, elles sont arrivées qu'après la bataille. Ah ouais. Voilà. Donc Et- en fait, elles auraient dû être là largement avant. Et on le voit un petit peu sur les images, on va peut-être essayer de les repasser au moment où les supporters franchissent leur tribune. On voit les CRS en train d'arriver justement. Non, mais les images, elles sont hallucinantes. Ils font un 100 en bas. mètres V, quoi. Vous allez voir en bas sur les images, ça va avancer un tout petit peu, mais au fur et à mesure que les supporters... 80 cm de Bah oui, hauteur. Oui, ça ils arrivent... C'est voilà. pas ça qui Et on empêche va de voir, passer. regardez, en bas de l'image, les Ouais. CRS qui montent dans la tribune, mais sauf que c'est trop tard, parce qu'ils vont au contact de cette tribune-là, mais les autres sont déjà de l'autre côté. Tout à fait. Donc le problème est là. Il y a aussi une mauvaise coordination Non, mais de la part des forces de l'ordre. C'est de l'amateurisme. Franchement, ils font quoi? Ils font 300 mètres. Ils se font un footing pour aller se battre. Et heureusement que le stade était vide quand à 1 heure du coup d'envoi. Oui, c'est là où ça devient un peu difficile d'entendre que c'est un combat entre les supporters. C'est les supporters niçois. Dans Ont été cette attaqués. fois-là, ils sont pour rien. Ils Ah ont ouais. été attaqués Ils ont été attaqués. C'est par très- des gens c'est- qui venaient de 100 mètres de... Mais il faut bien le rappeler, ça, vraiment. C'est une attaque en règle. Ouais. sûr. Et une attaque coordonnée par donc des supporters allemands, mais aussi, tu le disais tout à l'heure, Des Parisiens. Vincent, des hooligans parisiens. Ouais, bah, absolument. notamment qui faisait partie de lancer un groupe dissous en 2010 des Supra Auteuil. Et clairement, pour ceux qui étaient au cœur de la bataille, ils nous ont confié. En première ligne, ce sont des Français qui insultaient les Niçois, nazis niçois, on veut du sang. Voilà, c'était des gars déterminés. Ils n'en ont rien à foutre du match de foot. Et d'ailleurs, on va voir les images, mais celui Et qui tombe de la tribune, eh bien, c'est un supporter, c'est un hooligan parisien hein, qui fait cette fameuse chute. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a Xavier l'impression Bouffet. de revenir 20 ans en arrière. Les images folles au Parc des Princes, des batailles rangées, c'est terrible. Contre le Maccabi aussi. il y C'était avait, relativement facile à savoir. Même pour une novice, il y avait des banderoles accrochées On le voit là, regardez, la bâche des Voilà, Supras. la bâche des ultras. Donc Ouais. c'est évident qu'il y avait des Parisiens qui avaient accroché ces banderoles. Enfin, outre le fait que c'est vrai que les Parisiens, mais enfin Cologne, les supporters de Cologne, ils avaient déjà fait parler d'eux ces derniers temps, notamment en Europe quand ils étaient revenus après 25 ans d'absence. En 2017, à l'Emirates, face à Arsenal, ils étaient arrivés à 20 000, alors qu'il n'y avait que 3 000 places allouées aux supporters coloniers. Donc, et ça avait causé déjà des Oui, incidents. 1 heure de retard sur le coup Voilà, d'envoi. une heure de retard au coup d'envoi, il y a eu des incidents, il y a eu aussi des fumigènes, enfin je crois. Et en plus, le club de Cologne avait accusé Arsenal de ne pas avoir fait assez la sécurité. Bon, ils se sont quand même pris 60 000 € d'amende un mois et demi plus tard, mais enfin, Là. je veux dire, il y avait et puis bon, on a vu aussi en ville ce qui s'est passé hier, il y avait du monde, enfin, les forces de l'ordre auraient dû être plus présentes. Romain, j'ai envie de te dire, hein, et maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on peut plus, on supporte plus de voir ces images au stade. Mais moi, c'est vraiment la question que je me pose, c'est comment on peut gérer un match de foot avec des supporters adverses?
Est-ce que c'est encore possible d'accueillir des supporters adverses quand on voit les images d'hier soir? Oui, mais on ne peut pas en accueillir 10 000 dans une tribune qui ne leur est pas dédiée. C'est impossible. Lorsqu'il n'y a pas cette sectorisation, de partout, on est enfermé. C'est comme ça, il y a des grilles partout pour les secteurs visiteurs, pour qu'il n'y ait pas ce contact dangereux entre des supporters qui vont s'opposer. Quand on met 10 000 Allemands dans une tribune qui n'est pas séparée des autres, on va à la catastrophe. Non, Et le fait d'interdire les Mais déplacements. voilà, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en France, malheureusement, à leur décharge, les autorités n'ont plus du tout le loisir de se faire la main, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel déplacement de groupe de supporters, voilà, un Marseille-Nice, est-ce qu'on n'est pas en capacité, si on donne les moyens, encore une fois, au CRS, de gérer, on va dire, 500 Marseillais dans un secteur, comme l'a dit André, bien défini et cloisonné. Si on n'arrive pas à faire ça, si même pas on essaie, comment voulez-vous qu'on arrive à gérer l'afflux de 8 000, voire 10 000 Allemands? Rendez compte C'est pas possible. que dès le départ, on fait une palpation qui est infaisable. Ouais. C'est-à-dire qu'on a laissé venir 5 ou 6 000 supporters allemands en même temps à la palpation. On ne peut pas résister. À ce moment-là, ils défoncent tout et c'est ils ont terminé. forcé les barrages. Mais bien sûr. Oui, Parce mais que c'est un mal français. dans le monde parfait du préfet des Alpes-Maritimes, c'est dans tous les cas dans son communiqué, il indique que les supporters les plus virulents auraient dû être installés dans le secteur du parquage, secteur sécurisé, mais évidemment, ils sont tous arrivés en même temps, donc ça, qui est dangereux et qui ne l'est pas dans ces Unity surf rouges. Donc c'était très compliqué et c'était un peu naïf de la part des autorités de se dire les plus virulents, on va les mettre dans le parquage en plexi. Quoi. C'est surtout que les leçons du passé, on a le sentiment qu'en France, franchement, on les retient jamais. Il y a quelques mois, on a quand même organisé la finale Ligue des Champions au Stade de France. Ça a été un fiasco total. Un fiasco total. Et hier soir, c'est un fiasco total. Marseille, Feyenoord, Rotterdam, en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence, ça avait été aussi un fiasco total. Alors qu'à l'étranger, les supporters niçois nous le disent. Quand on se déplace, je me rappelle en 2017, quand les Niçois ils étaient plus d'un millier à Amsterdam, je m'en rappelle, moi, ils disaient on n'a pas fait trop les shows parce qu'au niveau de la police, dès qu'on bougeait, on prenait cher. Alors que hier, il y avait 8000 Allemands place Masséna, et on tague un peu la boutique, et après on se fait un cortège tranquille sur la promenade des Anglais. On bouge toute la ville, la circulation de toute la ville. Aucun encadrement. Et surtout, alors il y avait aussi aucun stadier presque de Cologne. Non, voilà. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un véritable autre problème. La tribune visiteur est sous la responsabilité du club visiteur. Ouais. Donc, comment... à la limite, ce n'est pas nos stadiers qui doivent régler le problème de la tribune visiteur. Ce sont leurs stadiers, je crois. Quand on les voit, ils une quarantaine, je crois, une cinquantaine. Je crois qu'ils sont 8 000 personnes. 50 pour 8 000 personnes. Et puis en plus, surtout, là, en l'occurrence, pas du tout des stadiers rompus à des cas de violence. Souvent des contrôleurs. Je ne vais pas dire que c'est des gens d'un certain âge, parce que... je ne me suis pas permis. Mais voilà, ce qu'on a récolté, c'est que vraiment, c'était un peu des retraités qui devaient gérer. Maintenant, c'est le capitaine de l'équipe qui doit gérer ses propres supporters, qui doit aller parlementer avec eux. Non, mais quand on va à l'extérieur, dans les matchs, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque j'en ai fait quelques-uns en Ligue des Champions, etc., nous sommes responsables de nos supporters. Donc, Cologne était responsable des leurs. Non, mais André pourrait témoigner sur ce déplacement à Amsterdam en 2017. Bien sûr. Bien sûr. C'était quand même très bien encadré. Tout à fait. Et les Niçois s'en rappellent, parce qu'il y en a certains qui malheureusement n'ont pas pu le match. Certains qui n'ont malheureusement pas pu voir le match, alors qu'ils n'avaient pas fait grand-chose. Tout à fait. Après, les autorités françaises ont peut-être tous les défauts du monde et c'est peut-être très bien organisé ailleurs, mais jeudi prochain, il y a un match Belgrade-Nice. Dans une semaine, on reparle. Suscite une vraie inquiétude. Et notamment chez le président Rimer, qui a clairement dit, qui a laissé entendre que si les Niçois restaient à Nice, ce serait une excellente nouvelle. Pour en terminer sur ce dossier, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, André ? Il faut qu'il y ait quoi ? Il faut qu'il y ait un mort pour qu'on prenne vraiment les décisions qui s'imposent ? Ça, on le dit depuis des années et des années. On attend qu'il y ait quelque chose de grave pour réagir. On agit en réaction. Voilà. Donc, il faut à nouveau, je crois, je l'ai fait quelques fois il y a quelques années, se mettre autour d'une table avec toutes les autorités, que ce soit la préfecture, la DDSP, la sécurité, et
l'expérience des uns doit servir aux autres. Et il faut agir et faire quelque chose maintenant. Ne pas attendre le prochain incident ou le prochain drame pour réagir. Parce que fatalement, il aura lieu. Si on ne fait rien. Peut-être que l'une des solutions, ce serait aussi que Jim Ratcliffe rachète le stade, parce qu'au moins, peut-être qu'il serait en capacité là, de il pourrait payer faire tous les secteurs pour mettre qu'il des veut. plexiglas, quoi, Bien parce sûr. qu'on a le sentiment aussi que c'est un peu une affaire d'argent. C'est combien ? Voilà. C'est ça. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces incidents entre Nice et Cologne, ces incidents donc provoqués par les supporters allemands accompagnés d'hooligans parisiens. André Bloch, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci, sur André. ce plateau. On va parler football, on va revenir au terrain dans un instant et on va accueillir René Bocchi, qui est donc l'ancien milieu de terrain du gym dans le milieu des années 75. C'est juste après le Zap Gym. Restez avec nous. Salut Michel. Chaque match de Coupe d'Europe, on aura le point rose derrière notre maillot. Et aujourd'hui, on a gagné pour le petit César. Avec son papa, c'est d'ailleurs à lui qu'on a remis le maillot. J'espère pouvoir faire un petit peu plus pour cette famille-là et faire au mieux en tant que parrain pour l'association. L'OGC Nice soutient le Point Rose qui vient en aide aux enfants gravement malades et leurs familles. Ce soir, nous rendons hommage à César, disparu jour pour jour il y a 5 ans et dont la famille est soutenue par l'association. Aujourd'hui, on fête ce que nous on appelle son anniversaire. Ça peut paraître un peu particulier, mais c'est pas une journée de célébration, mais c'est une journée de commémoration intime. Alors, l'intimité ici, elle peut être peut-être relative, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça me rappelle les moments qu'on a passés ici. Ça me rappelle les personnes qui lui ont fait du bien dans son vivant. Et pour moi, en tout cas, je ne parlerai pas au nom de tous les parents parce que chacun est différent, mais il pourrait y avoir une deuxième mort si on ne cultivait pas la mémoire. Et cultiver la mémoire et le souvenir, de manière collective comme ce soir, c'est le faire briller plus que jamais. Je suis très très honoré et très fier de soutenir cette association et d'en être le parrain. Le fonds communautaire d'Ineos apporte également son soutien au Point Rose ce soir. Ineos remet ainsi un chèque de 10 000 livres sterling au Point Rose, équivalent de près de 12 000 euros. Ineos a souhaité nous proposer de présenter des projets pour pouvoir avoir la chance d'être bénéficiaire de leur subvention, de leur fondation. Et ce soir, on aura la chance de recevoir le chèque parce qu'on a été choisi avec l'appui, bien sûr, du club. L'OGC Nice et Ineos Lavera se sont retrouvés autour de valeurs communes pour porter le dossier du Point Rose auprès du fonds communautaire Ineos. C'est un fonds qui vient en aide aux associations locales. Ça permet d'aider le Point Rose dans ses actions et particulièrement ses actions vis-à-vis des familles durant l'été. C'est immense parce que chaque fois que vous parlez de nous ou qu'un de vos joueurs parle du Point Rose, c'est 10 familles qui nous contactent après et qui sortent de l'isolement et qui se disent « Ah, il existe une association qui peut peut-être nous aider ou nous apporter des ressources. » Donc il n'y a pas plus grande aide qu'on puisse nous apporter. Voilà donc pour le Zap Gym et cette association Le Point Rose présent sur les maillots de l'OGC Nice lors des matchs de Coupe d'Europe. La deuxième partie donc de ce Gym Tonic, on va revenir au terrain avec notre nouvel invité René Bocchi. Salut René. Bonjour. Emblématique milieu de terrain de l'OGC Nice au milieu des années 70, hein, ça ? Exactement. 75-81. Et puis je le disais tout à l'heure dans la présentation de cette émission, une figure du quartier de la Libération avec un client assidu qui est juste à vos côtés, René, c'est Vincent Menichini. René, on va donc revenir sur ce match entre Cologne et Nice, déjà, parce que les incidents, on en a parlé, ça y est. On a vu du mieux, René, non ? Oui, tout à fait. On a vu du mieux, on a eu une belle réaction. Je pense que ça faisait longtemps, enfin, en tout cas depuis le début de saison, on ne s'était pas régalé comme ça. Régalé, c'est un grand mot, mais enfin, avec l'apport des nouveaux joueurs, c'est quand même pas mal. Allez, on va voir en statistique justement ce qui s'est passé sur ce match entre Nice et Cologne, avec en particulier une deuxième mi-temps très convaincante de la part des Niçois, Vincent. Ouais, comme l'a dit René, la meilleure depuis le début de saison, avec des occasions, de l'allant, un duo Laborde-Delors convaincant, une première dans le 11 de Sofiane Diop aussi
encourageante, un milieu porté vers l'avant, solide à la récupération également. Boudaoui sur le côté droit qui a fait beaucoup de bien par la capacité à répéter les efforts. Lotomba qu'on avait rarement vu aussi à son avantage également. Donc oui, c'est une bonne nouvelle de voir l'OGC Nice capable de faire mieux que jeu égal avec une équipe comme Cologne. On a l'impression, Antoine, que toutes les semaines dans Gym Tonic, on dit ça y est, la saison du gym est lancée. Parce qu'il y a une catastrophe en championnat, il y a eu Marseille, il y a eu Monaco, et puis derrière ça se relance en Coupe d'Europe, où ça s'est relancé aussi à Lille avec cette première victoire de la saison. Et puis après, patatras, ça retombe. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça retombe ? Ben moi, je vais te dire la même chose que la dernière fois, il faut gagner Ajaccio cette fois. Et cette fois, tu seras peut-être vraiment lancé. Ouais. Voilà. Ouais, mais après, sur l'impression d'ensemble, quand même, la victoire à Lille, elle était horrible. Oui. Le match contre le Maccabi, c'était pas beau. Voilà, là quand même dans le contenu. Oui, alors là déjà on voit dans le contenu effectivement c'est beau. Alors c'est vrai que les nouveaux joueurs ont apporté vraiment quelque chose. La board c'est très, très élégant. Il essaye des choses, retourner aussi à un moment donné en fin de match, une tête piquée. Avec Delors, c'est vrai qu'ils s'entendent comme la ronde foire. On a un petit thème d'ailleurs entre Delors et la board tout à l'heure. Voilà, donc et puis Diop il apporte aussi beaucoup de choses comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça va venir. Allez. On va écouter la réaction de l'entraîneur Lucien Favre après cette rencontre face à Cologne. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Ça a bien fonctionné. Je trouve en première mi-temps, on a eu 20 minutes qui étaient bonnes aussi. Et malheureusement, on prend un but. Et puis, deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était une bonne deuxième mi-temps, quoi. Mais on s'était déjà créé 2-3 occasions nettes en première, dans ces 20 minutes. Puis en deuxième mi-temps, on s'en est créé encore quelques-unes. Moi, je souhaite qu'on s'en crée encore plus, mais c'était déjà très positif, quoi. Voilà, le coach de l'OGC Nice, Lucien Favre, plutôt content de la prestation de ses joueurs. Romain, Antoine l'a dit, il faut enchaîner évidemment face à Ajaccio, mais on va peut-être parler du système, parce que Lucien Favre a peut-être trouvé son système en 4-4-2 ? En tout cas, sur la deuxième période, oui, ça donnait certaines promesses. Mais plus que le système, moi je pense que c'est ce duo, la board de l'or. S'il s'est passé quelque chose dans cette deuxième mi-temps, c'est quand il y a des combinaisons entre les deux, l'extérieur du gauche de la board pour Delors. Il a juste manqué un peu de la finition, de réussite, un poteau. Mais entre les deux, on voit que la connexion, elle est tout de suite revenue, la connexion Montpellier-Rennes. Vincent, enfin, on va dire que ce duo peut être lancé, parce que c'est vrai que sur les premières rencontres, ils ne jouaient peut-être pas à leur poste de prédilection. La board était un petit peu côté droit. C'est contre Monaco, ouais, oui, contre il joue Monaco. un peu excentré, on ne sentait pas forcément avec Pépé une grosse complémentarité, mais oui, c'est vraiment prometteur. Et la board... Ce sont des joueurs de 4-4-2 ? Ce sont des joueurs de... Ouais, je pense, mais René pourra mieux en parler, mais on voit vraiment que la board, c'est un joueur de foot. Voilà. Exactement. Ils sont tous des joueurs de foot, mais lui, il sent le truc, et puis il permet aux autres d'être meilleurs, je le sens. Il anime, il rend meilleurs les autres. C'est très important, parce que les attaquants, ça va, mais il a un joueur qui fait jouer les autres comme lui, qui s'entend très bien donc avec Delors, et puis qui sent tellement le football qu'il peut s'entendre avec n'importe qui, quoi. Ouais, c'est ça. On va écouter justement Lucien Favre à propos de cette relation entre Andy Delors et Gaëtan Laborde. Je pense que ça a bien fonctionné. C'est pas obligatoirement qu'on doit continuer comme ça, mais je veux dire, on l'a vu, ils étaient bien, quoi. Ils étaient bien dans leur peau, ensemble, et puis notamment Andy aussi, il s'est trouvé mieux. Parce qu'il y avait plus de monde devant, plus de soutien, et puis on l'a vu, quoi. Voilà, Lucien Favre. C'est intéressant ce que dit Lucien Favre, Antoine, puisqu'il dit, voilà, Andy, on l'a vu mieux aussi. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, alors même s'il a marqué que des pénaltys, pour le moment. 3 pénaltys, Andy Delors. Pour le coup, dans le jeu, on l'a vu plus investi, on va dire, plus sollicité. Plus investi, parce que c'est vrai que sinon, on le voyait quand même assez laborieux devant. Il se battait, mais il avait très peu de ballons. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il semble plus épanoui. Alors après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand Favre, il dit oui, pas sûr qu'on va rester comme ça à un moment donné. Hein. C'est ce qu'il dit dans la... Il cherche encore, Lucien Favre, son système de jeu, Vincent ? Oui, il a pratiquement pas gagné un match depuis qu'il arrive à Nice, donc il n'a pas encore trouvé la formule miracle. Mais surtout, ce qui est un peu handicapant, c'est que derrière Delors Laborde, il n'y a pas d'attaquant. Pépé peut peut-être dépanner un petit peu en 4-4-2 devant, mais c'est pas son poste de prédilection.
Ross Barkley a dit également qu'il pouvait éventuellement jouer en 9. Mais les deux, ils vont bien devoir souffler un moment. Donc c'est là qu'on voit que cet effectif, il est construit de façon assez bizarre. On reparlera évidemment du mercato niçois dans quelques instants. Juste René, je voulais avoir votre avis sur Lucien Favre, son retour. C'est compliqué pour lui dans ce début de saison et parfois on n'a pas l'impression de reconnaître le Lulu, entre guillemets, des années 2016-2018. Je pense que c'est toujours compliqué de revenir. Je pense, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs. Donc, bon, lui, il n'a pas trop changé, il a peut-être un peu changé, mais il a connu autre chose à Nice avant. Ça s'est bien passé, ça s'est moins bien placé. Aujourd'hui, bon, je pense qu'il n'a pas oublié aussi quand il est parti, je pense. Donc, mais bon, c'est un garçon, enfin un gars qui est très bien, donc qui sent le football. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y aura pas de résultats, ça sera difficile. C'est toujours pareil, on vous juge sur les résultats. La manière, ok, c'est super. Je veux dire. Mais si vous ne gagnez pas, à un moment donné, on va vous taper dessus. Mais c'est marrant parce que Favre, en fait, il fait du Galtier. Ah, 4-4-2, oui. Ouais. Avec Boudaoui dans le rôle de milieu droit. Mais après, à sa décharge, à Lucien Favre, c'est qu'il n'a pas les joueurs qu'il a voulu non plus. Il n'a pas tous les joueurs qu'il aurait voulu. Alors justement, il y a un joueur qui a été présenté ce vendredi du côté de l'OGC Nice, c'est Ross Barkley. Vincent, est-ce que c'est un joueur que voulait Lucien Favre ? Non. Et pourquoi tu nous dis ça ? Parce qu'on le sait pourquoi tu nous dis ça. Il a clairement exprimé non, presque. Et puis même Lucien Favre l'a clairement dit cette semaine. Il a dit à pas à demi-mot, demi-mot, et à la Lucien Favre. Ah. On m'a dit que c'était un 8 avec un sourire en coin. Ça veut dire, bon bah voilà, c'est pas qu'on me l'a imposé, mais bon, je le récupère, je vais essayer d'en faire bon usage. Après, c'est aussi du Lucien Favre. On se rappelle qu'en 2016, quand il récupère Mario Balotelli, il en veut pas, il arrête pas de râler, Mario. Mais Mario, il fait ses 2 meilleures saisons de sa carrière avec l'OGC Nice et avec Lucien Favre. On se souvient, pareil pour Alan Saint-Maximin aussi. Voilà. Bon, il a pas franchement brillé à Nice. À Nice, non, mais en Angleterre, maintenant, il flambe. Donc voilà, j'attends de voir. Franchement, je suis assez perplexe, moi, Ross Barkley. Je me dis toujours qu'un joueur anglais qui est à Chelsea, dont le contrat est cassé, pourquoi il n'y a pas surtout que les clubs anglais font souvent n'importe quoi, pourquoi il n'y a pas un Nottingham, un West Ham ou un Watford qui se jette dessus ? Mais il y a peut-être Ineos, justement. Ah bah là, en l'occurrence, oui, parce qu'il a bien dit que... Il a eu Jim au téléphone. Voilà. Ouais, il a eu Jim Ratcliffe au téléphone, mais c'est le projet Ineos. Ineos. Il a été séduit par... Mais je pense que pour Ineos, c'est simple. Il regarde la carte de visite, 32 sélections en équipe d'Angleterre, voilà, anglais, Chelsea. Bon, bah, banco. Bon. Voilà. Et il a quand même avoué que il avait peu joué la saison dernière, puisqu'il a fait que 11 matchs de compétition confondus avec les Blues. Il a dit qu'il s'était entraîné en début de saison avec la réserve et que les entraînements étaient très intenses. Donc, alors ça va. Voilà. Et il a dit qu'il se sentait prêt. Donc, bon, à voir. Et il sera dans le groupe Ajaccio. En gros, c'est comme Ramsey, en fait. Voilà. Ramsey est déjà blessé, en passage. Voilà, donc ça, c'est logique. Mais moi, je me dis que ça serait surprenant, Barkley, que ce soit une grande réussite. On le souhaite. Mais sur le papier, sa dernière bonne saison, ça remonte à 2017, je crois. Ouais. On va l'écouter justement, Ross Barkley, sur son positionnement, parce que Lucien Favre a dit cette semaine en conférence de presse, il me semble que c'est un 8, et bien on lui a posé la question sur le positionnement, sur son positionnement à Ross Barkley. Je n'ai pas de positionnement préféré. Je joue là où on a besoin de moi. Je suis un joueur à vocation offensive. J'aime également descendre pour défendre. Mais également marquer des buts fait partie aussi de mon profil. Je peux jouer aussi bien à l'intérieur en tant que numéro 10 ou faux 9. J'aime aussi apporter le nombre au milieu de terrain. Donc j'ai un profil assez flexible. Voilà, donc Ross Barkley qui peut jouer partout, si on comprend bien. Sauf libéraux. Ouais, sauf libéraux ou gardien de but. René, vous avez été milieu de terrain de l'OGC Nice. Un milieu de terrain qui s'est joué partout déjà. Est-ce que ça existe, ça ? Ouais, ça peut exister. Je sais pas. Tu peux même marquer des buts et finir numéro 9 ? Ouais, mais bon, ce qu'il y a, il faut trouver surtout sa place au milieu de terrain et apporter ce qu'on va lui demander. Sincèrement... je le connais pas trop. Ouais, parce qu'il y en a un paquet de milieux de terrain à l'OGC Nice, Vincent. Ouais. C'est peut-être le secteur de jeu le plus fourni à Nice aujourd'hui. Ouais, et puis surtout, il y en a pas mal qui ont un peu le même profil, quoi. Ils sont pas on très les rappelle. BK. Pas mal. Thuram. Fort. Ramsey. Blessé. Pyramide. Ross Barkley. On sait pas trop. Inconnu. Non, connu. Mais... Une inconnue. Ah oui, une inconnue. Lemina. Lemina, toujours là. Sur la liste des transferts, cadre. Finalement, est blessé maintenant. Rosario. Enfin, la descente est liée maintenant.
Donc ça en fait du monde. Schneiderlin. Romain, Schneiderlin, on avait oublié. T'as Ilié qui peut jouer au milieu aussi. Ilié peut jouer au milieu. Et Ilié qui peut jouer au milieu. J'aime bien ça. Ça fait du monde On pour. devrait faire des jeux comme ça. Dans un 4-4-2 comme ça la prochaine fois. Dans un 4-4-2 avec 2 places seulement, a priori, peut-être. Ah ouais, il y a embouteillage, le pauvre Barclay, là, il va falloir qu'il fasse ses preuves rapidement. En même temps, il n'y a pas un joueur. Si, c'est Thuram, mais il n'y a pas un deuxième joueur qui est indiscutable. Oui, il y a incontournable Thuram, mais à ses côtés, il y a peut-être une place à prendre. Même dans le 4-4-2, franchement, Thuram-Barclay, ouf. C'est-à-dire faut vraiment travailler défensivement. On sait que Thuram, sa grande qualité, c'est de se projeter vers l'avant. Il est plus fort pour l'instant qu'Efren Thuram avec le ballon que sans le ballon. Oui. Il y a Boudaoui sur le côté. Ouais. On va voir. Bonne on chance, parlera de la compo probable tout à l'heure pour ce match entre Ajaccio et Nice qui arrive. Mais avant cela, puisqu'on évoquait le mercato de l'OGC Nice et sa couleur anglo-saxonne, on va dire cela comme ça. Vincent, tu as des petits indiscrets concernant ce mercato niçois et un petit peu les folies niçoises. Ouais, donc il faudrait beaucoup trop de temps pour dire tout ce qui s'est passé cet été à l'OGC Nice, mais voilà, dans le désordre, ce mercato, il commence avec le prêt sans option d'achat d'Evan Guessant, un joueur que, franchement, il n'y avait pas forcément urgence sur ce dossier. Et on le voit bien hier soir, Evan Guessant, c'est un joueur qui aurait pu rendre bien des services à l'OGC Nice. On l'a prêté à Nantes, un concurrent, malgré tout. Ça veut dire qu'il va revenir s'il n'y a pas d'option d'achat. Oui, mais à quelles conditions est-ce que le garçon a envie de revenir après avoir été un petit peu, pas laissé pour compte, mais voilà, on lui a fait comprendre que s'il pouvait trouver une porte de sortie, c'était pas bien grave. Voilà, donc ça démarre un peu avec Guessant. On se rend compte aujourd'hui que derrière la Bordelore, il n'y a pas d'attaquant. Après, il y a plein de dossiers en cette fin de mercato. Voilà, Nice dans l'urgence, typiquement un petit peu à l'anglaise avec des panic buy, récupère Sorensen. Sorensen qui a été proposé par l'agent à la cellule de recrutement. La cellule de recrutement qui dit non, franchement, on a vu les rapports, franchement, c'est vraiment pas terrible. Et finalement, 2 jours après, le deal se fait. Donc voilà, on sent une vraie cohérence pour l'instant dans ce club. Ensuite, il y a Barclay que Lucien Favre donc, nous présente comme un 8 parce qu'on lui a dit. Donc c'est un peu le Obadi style. On se rappelle qu'en 2016 ou 2017, quand Nice avait fait Obadi, et c'était l'autre direction, c'était Julien Fournier qui avait fait Obadi et Srarfi. Lucien Favre avait dit qui Obadi, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc il y a aussi l'ami Joe Bryan. On a vu hier soir que bon, voilà, il y avait encore. Il a fait passer Melvin Barr pour Roberto Carlos. Voilà, il y a du boulot. Voilà, lui, on va pas le condamner parce que c'est son premier match, il est arrivé il y a quelques jours. Mais il y a aussi tous ces dossiers que l'OGC Nice a tenté, mais de manière un petit peu désordonnée. Le dossier Aouar, par exemple, c'est un joueur que le club suit. Il lui reste 1 an de contrat à Lyon et finalement, le 31, Nice se dit pourquoi pas faire Aouar ? Un petit coup de fil, sauf qu'Aouar, il lui reste 1 an de contrat à Lyon, il ne se décide pas le 31 pour venir à Nice, sachant qu'avec le début de saison qu'avait effectué l'OGC Nice, c'était compliqué. Donc il y a plein de dossiers comme ça. Cavani, apparemment un dossier sur lequel Nice n'était pas, on a passé 2 mois sur Cavani. Ce qui est rassurant, pardon je finis, c'est Nicolas Pepe, prêt, sans option d'achat, c'est un bon coup. Diop, c'est évidemment très cher, mais c'est un excellent joueur. Et Gaëtan Laborde, qui est un super coup également. René, on avait ce débat dans Gym Tonic la semaine dernière. Est-ce qu'on comprend le projet Ineos aujourd'hui quand on est un petit peu de l'extérieur ? Et y a-t-il un pilote dans l'avion Ineos ? Bonne question. Bonne question. Non, c'est vrai que on dit Ineos, ça a de l'argent, ça réussit on va voir ce qu'on vélo, va voir. Ça réussit tout ça. Mais on a l'impression que, en tout cas quand on demande un peu aux supporters ou aux gens qui suivent, ils se posent tous la même question, ils se disent oui mais nous on remue pas pendant le mercato ou quoi. Bon là c'est un peu remué sûr avec Diop, Laborde, ça c'est très bien, mais je veux dire il n'y a pas des noms, des joueurs qui apportent. J'aimerais bien pour que le club avance plus vite. Mais même sur je le connais dossier pas du tout. gardien. On va en parler tout à l'heure parce que c'est le thème de notre pour-contre, le dossier du gardien. Antoine, j'aimerais juste te relancer sur la nécessité d'avoir un directeur sportif assez rapidement pour qu'on y voie un peu plus clair, quoi. Directeur sportif, d'ailleurs, Jean-Pierre Hébert l'a évoqué tout à l'heure. Et effectivement, il a dit que jeudi matin, avant les incidents, il avait une réunion à Monaco avec les Radcliffe et qu'ils avaient fait une liste de noms.
et qui prenaient leur temps pour bien choisir le directeur sportif. Mais c'est vrai que ça urge d'avoir un bon directeur sportif. Et qui était très content du travail de Yann Moody. Donc, aussi. Ouais, faut voir, parce que sur le plateau la semaine dernière voilà, aussi. Il avait dit la semaine dernière. Mais sur le recrutement, il faut toujours bien se garder de dire que c'est un recrutement bidon. Oui, parce qu'on peut avoir des belles surprises. Parce qu'il faut en décembre, Brian, c'est le meilleur latéral de Ligue 1. Sorensen, c'est un phénomène. Et Barclay, il enchaîne les buts. Et puis ils ont récupéré Laborde et de l'argent. En plus. Ouais. Oui, mais bon, avec le transfert de Gouiri. Dans l'idée, aujourd'hui, j'ai le sentiment aussi quand même, cet effectif, c'est appauvrir sur le plan des actifs. Et je suis pas sûr que le départ de Gouiri, il ait enchanté un garçon comme Thuram que tu as bloqué cet été. On verra bien. On va parler de ce match contre Ajaccio dimanche à 15h, donc, pour enchaîner pour l'OGC Nice. C'est ça l'idée, René ? Il faut enchaîner maintenant ? Mais il faut confirmer. Confirmer surtout, oui, plus qu'enchaîner d'ailleurs. Ouais. Voilà, mais moi je dis surtout dans le jeu. Dans le jeu qui confirme et les victoires viendront facilement. Bon, c'est un derby, Ajaccio-Nice, c'est pas facile, je veux dire, c'est sûr. Mais j'y crois bien, enfin j'espère pour eux, mais j'y crois bien parce que comme ils vont être meilleurs, les Laborde et Diop qui va progresser encore plus. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de bien à Ajaccio. Il faut. Ouais, il faut. Romain, cette équipe d'Ajaccio qui n'a pas encore gagné cette saison. 1 point, 4 défaites consécutives. Donc c'est le bel adversaire pour enchaîner. Là. Ouais. Enfin bon, normalement avec le GC Nice... Si t'enchaînes pas, c'est très plonger inquiétant, dans la quoi. crise. Voilà. Ouais, parce que là, oui, en championnat, oui, fatalement. Oui, mais bon, on va pas se contenter de faire une Bordeaux 96, 16e de Ligue 1 et aller en finale... Ouais, tu prends, toi ? En finale de quoi ? De la Coupe d'Europe ? Ouais. Mais il faut la gagner. Voilà. On a posé la question à Lucien Favre parce que c'était un match capital, déjà qu'il fallait absolument gagner. Et il a dit il faut jouer comme la deuxième mi-temps contre Cologne. Garde son flegme. Ouais, mais c'est du... Oui. Un flegme à toute épreuve. Non, mais très bien. Mais donc il faut bien jouer pour gagner. Ouais, après, par contre, s'il perd à Ajaccio, ça va lui faire tout drôle, je pense. Alors, Marcin Bulka a été dans les buts, a joué dans les buts face à Cologne depuis le début de la saison. C'est son deuxième match pour Marcin Bulka. Depuis le début de la saison, sinon c'était Kasper Schmeichel qui était dans les buts. Et on a vu plutôt un bon match de Marcin Bulka, un peu comme d'habitude. C'est le pour-contre donc de cette semaine. Kasper Schmeichel a-t-il perdu sa place ? Vincent, je commence avec toi. Bah, c'est top parce qu'en plus on continue à parler des Kasper à l'OGC Nice et on se rappelle la grande réussite de Kasper Dolberg, celle de Kasper Schmeichel aussi. C'est pour l'instant... Alors c'est pas un fiasco parce qu'il n'a pas tout raté, mais s'il n'avait pas été aussi décevant, il aurait été encore dans la cage niçoise contre Cologne. Là aussi, un recrutement qui sur le papier a de l'allure, un international danois, un CV XXL, une vraie envie de découvrir un autre championnat. Et puis voilà, ça, pour l'instant ça prend pas avec un garçon comme Bulka qui lui avait réussi... plusieurs miracles en coupe la saison dernière, qui réalise également une très bonne prépa. Il voit débarquer Kasper Schmeichel, dont le contrat s'étire sur 3 saisons. Il capte très rapidement que son avenir peut être bouché. Et voilà, c'est pas pour rien que si Lucien Favre l'a mis hier, jeudi contre Cologne, je pense qu'aujourd'hui, Bulka apporte plus de garanties que Kasper Schmeichel et que Bulka, lui, dans son esprit, il s'était fait à l'idée de voir arriver un autre gardien à l'OGC Nice, en l'occurrence Steve Mandanda, qui est l'une de ses idoles. Là, il y avait match. Ouais. Qui était l'une de ses idoles et quelqu'un avec qui il avait vraiment envie de collaborer parce qu'on lui avait présenté ce projet. Comme le projet n'a plus été le même, Bulka a été très déçu. Mais j'en ai parlé hier vite fait avec certains joueurs en off. Ils m'ont dit, mais Bulka, il dégage un truc. Ce gars-là, derrière, on le sent, il est avec nous. Donc c'est pour ça que pour moi, Bulka ne doit plus sortir. Romain, toi, tu es plutôt de l'avis de garder, pour l'instant, de laisser encore une chance à Kasper Schmeichel. Alors je ne vais pas dire que Kasper Schmeichel a réussi ses débuts avec l'OGC Nice, c'est pas vrai. Et il avait plutôt bien débuté à Strasbourg, mais depuis c'est plus compliqué. Mais on a l'impression que depuis le match contre l'OM, c'est un gardien de stade qu'on a recruté. Il faut pas oublier que Kasper Schmeichel, c'est 479 matchs en Première Ligue, c'est 84 sélections avec le Danemark, une demi-finale de l'Euro. Son père c'est Peter Schmeichel, il a toujours baigné dans le monde des gardiens de but, il a été à bonne école. Et puis, quand même, je pense qu'il faut le temps d'adaptation pour ce garçon. Ça fait 20 ans qu'il vit en Angleterre. Il n'avait jamais quitté l'Angleterre. Il débarque ici à 36 ans et se dit, bon allez, en fin de carrière, je tente une expérience. Il connaît personne. Il connaît Stolberg, il connaît personne. Et je ne sais pas en quelle langue il communique avec ses défenseurs, mais il n'y en a pas un qui a la même nationalité. Donc il faut peut-être lui laisser un petit temps d'adaptation parce qu'il a un CV qui parle pour lui. Et peut-être qu'il retrouve son poids de forme aussi.
Quand tu as quelques kilos en trop, c'est un peu compliqué de sortir, non? On l'a vu sur certains matchs. Oui, il est difficile dans les sorties, effectivement. Pourquoi? Ouais. C'est toi qui le dis. Non, mais ça se voit pas. Ah ouais? Pas tant que ça. Quand tu peux pas sortir. Moi, ça se voit un peu, mais. Non, ça va, toi t'es beau, toi. Légèrement, mais est-ce qu'il était déjà pas comme ça à Leicester? Ouais, ça saute pas aux yeux, quoi. Ouais. Leicester, il était déjà. On voit quand même sur les sorties, c'est quand même. On sent un petit peu le ventre sous le les maillot. sorties aériennes. René, dans le débat Schmeichel, Bulka. Moi, maintenant, là, aujourd'hui, je laisserai un petit peu plus ce Bulka. Parce qu'on ne peut pas le faire jouer un match, et sortir un autre match. Pourtant, il connaît ça, avec la Coupe de France l'année dernière. Oui, il connaît avec la Coupe de France, mais il a vieilli, il a pris un an de plus. Et puis maintenant, il a envie de montrer sur une moyenne durée, je dirais. On peut pas, je pense, pour un gardien de but qui se sente que l'entraîneur dise, écoute, les 4 prochains matchs, c'est toi qui les fais, je ne cherche pas. Que tu sois bon, pas bon, c'est pas grave, il faut que tu le fasses. Ce que je pense que Michael a fait d'entrée, parce qu'il a joué les premiers matchs. Il n'y avait pas de pression, on a toujours un peu de pression, heureusement, mais c'est bien de se sentir, si je passe à travers, pas de dire à la tronche, l'entraîneur va me sortir, tout ça, et rater complètement ce match. Après, au niveau des valeurs, je ne connais pas très bien tous les deux pour juger. Ils ont l'air d'être de bons gars. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, merde. C'est bien. Antoine, la synthèse. Moi, je pense qu'à la base, c'est un dossier mal géré par Ineos. Voilà, donc déjà le départ de Benitez aussi, la non-reconduction de son contrat, ça part de là. Et après, moi je dis, après il faut pas enterrer Schmeichel parce que voilà, c'est quand même un très bon gardien. Contre Strasbourg, il a prouvé sur son premier match, il avait fait quand même des arrêts assez exceptionnels. Et c'est vrai qu'après il est plus en dedans, mais comme disait Romain tout à l'heure, effectivement, il est pas champion d'Angleterre pour rien non plus. Hein. Il a quand même un service qui parle pour lui. Il y a de l'adaptation à faire. Après Bulka, moi je le trouve aussi très bon. Après maintenant à Lucien Favre de jouer. Quand on lui pose la question pour savoir qui c'est qu'il va mettre, on ne sait pas trop encore qui c'est qu'il va mettre dimanche. Hein. Eh bien justement, Antoine, la transition est toute trouvée puisqu'on va passer à la compo probable de cet Ajaccio-Nice de dimanche. Ça n'a pas été facile, on l'a fait ensemble, Vincent, tous ensemble. Je pense que les erreurs seront les tiennes d'ailleurs. Certainement. Tu m'as dit Bulka dans la cage et Pépé d'entrée. Et Barclay dans la cage. Et hop, voilà, tu as ouvert le parapluie d'entrée, c'est bien, vas-y. Alors dans la cage, donc on a pris le parti de continuer avec Martin Bulka. Pas beaucoup d'indications dans les mots de Lucien Favre, mais on sent quand même depuis le début qu'il a très envie de faire confiance à Bulka. Il a fait un petit peu un choix politique avec Schmeichel, moi je pense depuis le début, mais je vois bien Bulka continuer. À droite, Attal est blessé pour le déplacement à Ajaccio, ce sera donc Lotomba avec une charnière Todibo-Dante qui va enchaîner. Barre côté gauche, donc on est reparti sur un 4-4-2. Au milieu, la paire Beka et Kefren Thuram. Sur le côté droit, Pépé qui pourrait permettre à Boudaoui de digérer un petit peu tous les efforts effectués contre Cologne. C'était son premier match de la saison pour Hicham Boudaoui. À gauche, Sofiane Diop. Et devant, la paire Delors-Laborde. Voilà, ce qui donne une équipe quand même sur le papier susceptible d'aller s'imposer à Ajaccio, je trouve. Ça, c'est sur le papier. Évidemment. Voilà, ça veut rien dire. Voilà. On passe au cadeau de la semaine. Vous en avez l'habitude maintenant pour jouer. Eh bien, il faut pronostiquer le score du match entre Ajaccio et Nice et nous donner le nom des buteurs avec le hashtag Gymtonic à gagner 2 places pour le prochain match à domicile. Ça sera dimanche, Nice-Angers à l'Alliance Riviera. Voilà, donc pronostiquer le score de cette rencontre. Philippe Camps n'est pas là cette semaine pour le Souviens-toi, mais... Et nous parler de Baratelli. Et nous... voilà, il fallait dire... Au moins une fois dans l'émission. Au moins une fois. Ajaccio-Nice, c'est Baratelli. Hein. Évidemment. Il a jamais joué. Il n'est pas là, on va pas encore parler de Baratelli. Ah bon. Mais Antoine, toi, tu as voulu revenir sur un Ajaccio-Nice qui avait été plutôt intéressant pour les Niçois. C'était en 2004. Alors, c'était pas celui effectivement quand on s'est qualifié en Coupe d'Europe. On a choisi. Mais ça, on en avait déjà parlé. Voilà, on a choisi celui où Nice s'est imposé 1-0 sur un but de Kamel Larbi. Alors, le contexte, donc, à 4 journées de la fin de cette saison, Nice n'est pas très bien placé et Gernot Rohr est remercié par le président Cohen et il est remplacé par l'entraîneur de la réserve, Gérard Bucher, un Niçois pure souche. Au fort caractère. Voilà. Donc, il a pris l'équipe pour les 4 derniers matchs. Donc, il fait d'abord un 0-0, je crois, contre Nantes à domicile. Et ensuite, ce match à Ajaccio le 7 mai. Et donc, Nice
quand il arrive à Ajaccio, il n'est qu'à 1 point de la relégation. Et Ajaccio est classé au même niveau que les Niçois. Donc là, on voit le match, on voit Bigné. Voilà, qui s'arrache, qui fait la passe à Kamel Larbi, qui d'un point tue. Vient classifier Porato. Alors, Stéphane Porato, Ajaccio était entraîné par Roland Courbis à l'époque. Et voilà, c'est un petit but, voilà. Et ce but, en fait, a été décisif pour le maintien du gym, puisqu'ensuite Nice avait encore 2 autres matchs. Et à la 36e journée, il s'était sauvé contre Auxerre en gagnant 1-0 au Ré. Mais franchement, c'est ce but-là, en fait, qui a mis Ajaccio derrière, plus la zone de relégation. Aussi, Nice avait pris un grand souffle, donc grâce à Gérard Bucher. Il n'en avait pas marqué beaucoup des buts, Kamel Larbi. Il en a marqué 3 pour 20 matchs à Nice. Voilà. Et voilà. Celui-là, il joue encore à l'AS Cagnes Le Pro, à 37 ans, et il fait encore la différence en Régional 1. Et il est encore très très bon. Très talentueux, balle au pied, Kamel Larbi, on se souvient. C'est la génération Larbi, Padovani, Scaramosino. Dommage la Matina, il y a du monde. Hugo Lloris, effectivement. Stéphane Bocchi. Dommage, il n'a pas fait une grande carrière. Il a joué dans des clubs en CFA, il a joué en National, à Fréjus notamment. Mais c'est dommage, il n'a pas percé parce qu'il avait vraiment du talent, Kamel, qui a été formé aussi à Vence ou Cavigal. On essaiera d'inviter dans Gym Tonic Kamel Larbi, puisqu'il est toujours il joue toujours et toujours très bien, il paraît, à ce que je vois sur les comptes rendus de Régional 1 avec Cagnes. Spécialiste, Antoine, du football amateur. Voilà. Parce que grand footballeur à Saint-Laurent-du-Var, Antoine. Oui. Grand ex-grand footballeur. Les croisés, tout ça, tu comprends. C'est le Joe Bryan du Stade Laurentin. Moi, c'est la cheville. Voilà, exactement. J'étais pas très bon derrière. René, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. Merci à vous. C'était super sympa. Et merci, puis on vous retrouve du côté du quartier de la Libération, comme on l'a dit dans cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.